Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique 20 mai 1972, 20 mai 2020. Cela fait exactement 48 ans que le Cameroun est réunifié, qu'il a proclamé son indivisibilité. 48 ans que le Cameroun célèbre chaque 20 mai la fête de l'unité nationale. Si la pandémie du Covid-19 a eu raison des festivités de cette année, le président du Cameroun, Paul Biya, a tenu tout de même à rappeler à ses compatriotes son attachement à la concorde républicaine, à la cohésion sociale, à l'unité nationale et au vivre ensemble. Au Cameroun, c'était à l'occasion d'une adresse à la nation ce 19 mai, mais 48 ans après sa réunification, où en est l'unité nationale au Cameroun. Cette unité, la même à laquelle appelle le président Paul Biya face à la pandémie du Covid-19. Quel regard porté sur comment le pays gère la pandémie? Que dire des mesures annoncées par le président Paul Biya ce 19 mai? Deux Camerounais avec moi pour en parler. Dolly Afumba, vous êtes militante du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Très critique êtes-vous des mesures annoncées ce 19 mai par le président camerounais Paul Biya, mais c'est le jeu de la démocratie, vous en avez totalement le droit. Merci. Je vous remercie aussi de m'avoir eu sur votre plateau social. Paul-Éric. Oui, bonjour. Émeric, une fois de plus. Communicant, militant, grand communicant du RDPC, section France Nord. Exactement. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Vous vous dites très satisfait des mesures annoncées par le président de la République, mais aussi de comment le Cameroun fait face à cette pandémie. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Naturellement, nous sommes là pour en parler. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas de son habitude de s'adresser aux Camerounais la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale, mais le président Paul Biya a tenu à appeler ce 19 mai le Cameroun à l'unité, notamment pour faire face à la pandémie. C'est un reportage signé Thierry Ndassa. Le 20 mai 1972, les Camerouns oriental et occidental ont été réunifiés à la faveur d'un référendum organisé par le premier président Amadou Ahidjo. Le 8 l'emporta largement et le 20 mai devint alors le jour de la fête nationale d'un pays qui s'appellera désormais République unie du Cameroun, les deux États fédérés ayant disparu pour faire place à un seul État unitaire. 48 ans après ce tournant historique, que devient cette unité nationale si chèrement acquise? Au-delà des discours politiques des gouvernants qui estiment que le Cameroun constitue un peuple uni, on va se rendre compte qu'on est en face d'une société multiculturelle qui est marquée par des tensions profondes. Premier cas de figure en termes de tensions, c'est les replis identitaires à caractère communautaire qu'on voit d'ailleurs poindre avec davantage d'importance aujourd'hui, qui ont implosé dans les réseaux sociaux depuis la présidentielle d'octobre 2018. Seulement, le Cameroun semble n'avoir jamais pu refermer la page du fameux référendum de 1972 où, selon certains observateurs, la volonté du Cameroun occidental sous domination anglaise n'avait pas été respectée. Des frustrations d'une autre époque qui ont connu leur catharsis dès 2016 avec le début d'une crise dans les deux régions anglophones du pays. En 2020, l'armée camerounaise rassure sur un retour progressif à la normale. D'abord, je voudrais me mettre d'accord avec vous sur le mot crise. Le mot crise, c'est un peu fort. Nous avons des petits soubresauts, nous avons des troubles à la paix et à la sécurité de la majorité des citoyens. Et c'est à ça que s'attellent les forces de défense et de sécurité qui sont déployées dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest. Et observons que le travail actif, efficace des forces de défense en étroite collaboration avec la majorité silencieuse de la population qui ne demande qu'à vivre en paix, fait que de plus en plus aujourd'hui, la quiétude devient une réalité, qu'on soit à Bamenda ou à Boya ou dans les faubourgs. Je voudrais ici dire que c'est un constat. Les centres de désarmement et de réinsertion ne désemplissent pas. C'est tous les jours qu'on a des redditions, c'est tous les jours
qu'on a d'anciens enfants égarés de la République qui sortent du bush, qui déposent leurs armes et qui demandent à être réintégrés, à être rééduqués, à être réadaptés à la République. Et puis, d'un autre côté, les pouvoirs publics n'ont pas attendu. La reconstruction est imminente. L'architecture fonctionnelle, institutionnelle a été mise en place. Les moyens sont en train d'être déployés par l'État. Plusieurs actions politiques et sociales ont été menées depuis par le gouvernement dans le sens de l'apaisement et de la cohésion nationale. La tenue du grand dialogue national en 2019 et l'adoption de plusieurs mesures en ont été la plus grande matérialisation. Madame Dolly Afumba, ce reportage introduisait la question, avant d'aborder la riposte anti-pandémie dans votre pays, il introduisait la question où en est l'unité nationale au Cameroun. Et la bonne nouvelle pour commencer cette émission, c'est que depuis plusieurs semaines, plus aucune âme ne crépite au Cameroun, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, les zones dites en crise. J'ai envie pour commencer cette émission de vous demander quel regard portez-vous sur l'unité nationale au Cameroun aujourd'hui, la militante du MRC que vous êtes? Oui, je pense que la problématique de l'unité nationale au Cameroun n'est pas une problématique actuelle, puisque nous parlons des 48 ans de ce qu'on a appelé la réunification, la célébration de la réunification du Cameroun en 72. Il faut dire que déjà en 72, il y avait, pendant cette année-là, il y avait déjà un épisode de crise anglophone au Cameroun, dont on évite généralement de prononcer le nom. C'est une partie de la région du sud-ouest du nord-ouest qui réclamait le fait que la manière dont le référendum a été organisé au Cameroun n'a pas permis à certaines populations de véritablement s'exprimer. Dans les ballots, il y avait non et non, et il y avait oui et yes. L'histoire, hein. Oui, c'est important parce que sur cette rétrospective historique va nous permettre de comprendre aujourd'hui pourquoi il y a résurgence de crise, pourquoi les anglophones sont toujours, n'est-ce pas, à la ramasse et refusent d'accepter d'entrer mordicus dans cette unité perçue. Le colonel Cyril Sège à Tonfac, porte-parole de l'armée que nous avons suivi, il n'y a pas de crise. Oui, il le dit, mais le président de la République lui-même, lors d'un de ses discours à la nation, a parlé de crise anglophone. Donc il faut dire qu'il y a quand même un paradoxe dans l'information ou bien la communication par rapport à ce qui se passe effectivement dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Mais si on veut parler d'unité nationale, on ne va pas seulement parler de la crise qui touche aujourd'hui le Cameroun, on va parler également des questions de la problématique des approches claniques, dont la question politique au Cameroun, parce qu'on remarque également que dans les discours des sorties médiatiques des hommes d'État, il y a quand même une tendance à claniser, à tribaliser le débat politique, ce qui empêche vraiment de construire une unité solide, une unité nationale qui déjà n'existe pas. Si on voit ce qui se passe depuis 2016 au Cameroun et depuis 1990 avec la crise anglophone qui n'en finit pas. Vous abordez là un point très important et d'ailleurs cette émission n'aurait aucun intérêt si c'est pour redire ce qu'on a déjà dit au sujet de l'unité nationale au Cameroun. Tant d'émissions ont été déjà faites sur cette problématique-là, mais le point concernant notamment le tribalisme, la question ethnique que vous venez de soulever est un point sans doute très important et d'ailleurs plusieurs analystes, plusieurs observateurs de la vie politique au Cameroun tirent déjà sur la sonnette d'alarme. J'ai par exemple Richard Macon, c'est un analyste politique camerounais. Voici ce qu'il dit, je le cite: l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, côté coulisses comme côté scène, aura été marquée entre autres par une résurgence du discours ethnique et un regain du tribalisme comme jamais le Cameroun n'en avait connu. Responsables politiques parmi les plus insoupçonnés, partisans et sympathisants surchauffés comme citoyens lambda, presque personne n'a semblé en capacité d'y échapper. Effectivement, on assiste effectivement à comment s'appelle une résurgence d'une certaine forme de repli identitaire dans notre pays. Ça vient d'où ça? Effectivement, vous savez déjà, quand vous regardez l'espace politique aujourd'hui au Cameroun, nous avons à peu près 260 formations politiques, mis à part le VRDPC qui a
une vocation à être un parti vraiment national qui couvre l'étendue du territoire. Tous les autres partis aussi, tous les autres partis aussi ont vocation. Non, pas du tout. Ils ont une vocation, mais le problème, c'est que dans la pratique, c'est autre chose. Des partis qui, effectivement, sont des partis régionalistes ou alors qui essayent de faire ressortir, effectivement, ce repli identitaire. Et la majeure partie de ces formations politiques dites d'opposition font ce travail-là. Donc, on ne va pas accuser... Le RDPC est une formation. Non, de toute façon, dans nos idéaux, nous sommes loin du repli identitaire parce que vous verrez que le RDPC se déploie sur l'ensemble des 360 communes que compte notre pays. Mais d'un mot quand même sur cette unité nationale, pour dire simplement qu'elle se consolide davantage, parce que vous l'avez noté, au niveau... c'est une construction en réalité. Puisqu'on parle de l'État fédéral, c'est en 72 qu'on prononce l'État unitaire, via un référendum, vous comprenez. Mais après, il ne faut pas oublier une date très importante, c'est que c'est en 1984 que le président Paul Biya prononce la République unitaire. D'accord. Aujourd'hui, bon, on en reviendra bien sûr, c'est que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Vous comprenez. Madame Afumba, si je ne me trompe pas, a voulu mettre le pied dans le plat tout à l'heure. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes en train, l'unité est en train de se consolider. L'unité nationale se consolide, c'est un processus. Ce n'est pas un État, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut alimenter au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on l'alimente? À travers la Constitution qui elle-même évolue, qui prend en compte les nouveaux désirata. Aujourd'hui, on met en place un certain nombre d'institutions. Les gens disent que c'est assez lent, effectivement, mais le problème c'est qu'on est en train de consolider. Le Sénat a été mis en place, la Cour constitutionnelle a été mise en place. Vous voyez, c'est tout ça qui vient non seulement grossir la démocratie camerounaise, et en plus de ça, on avance vers ce chemin-là. Si vous dites que l'unité nationale se construit, est en pleine construction, est-ce que pédagogiquement, ce n'est pas... limite de dire que le RDPC, aucun militant du RDPC n'alimente le discours ethnique, puisque vous venez de dire que il y a des politiques politiques, des responsables politiques, mais il n'y a aucun... J'en veux pour preuve. Le président Biya, lors de l'une de ses adresses à la nation, a dit exactement comment est-ce qu'il travaillait pour le renforcement de cette unité nationale. Vous avez vu au niveau du recrutement, notamment dans notre administration, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les forces vives de la nation sont représentées. Je vais dire par là, toutes les 10 régions sont concernées. Quand on fait un concours d'entrée à la police, à l'armée, etc. Ah, c'est pas au mérite? C'est à la fois au mérite, bien sûr, c'est au mérite, mais dans l'esprit de vouloir consolider davantage cette unité nationale, il faut bien une forme de discrimination positive. Vous l'avez compris, je n'ai pas prononcé le mot, mais c'est de ça qu'on va... Alors, Madame Afumba, le point que vous avez évoqué, on sait que le débat politique actuel est polarisé par cette question identitaire, ce repli identitaire dont vous avez, ce regain du tribalisme. Et vous, le regard que vous portez sur ce problème, sur ce phénomène-là, c'est lequel? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui nourrit ça? Il dit, il y a des partis politiques, certes, qui ont vocation à être des partis d'implantation nationale, mais qui fonctionnent de façon régionaliste. Bon, je pense qu'il le dit et il devrait donner les preuves de ça, puisque Mamadou Mota, qui est en prison, n'a pas ce que un de son confrère a appelé la proximité sociologique avec le président national du MSC, qui est Maurice Kamto. Moi qui vous parle, je n'ai pas également de proximité sociologique avec lui, et plusieurs autres membres du parti et même membres forts de notre parti n'ont pas cette proximité. Nous avons vu pendant les élections comment Maurice Kamto s'est baladé autour du territoire national pour clamer, n'est-ce pas, cette question et ce besoin d'unité. Mais il faut dire que nous parlons aujourd'hui de la construction, comme il le dit, de l'unité nationale. S'il parle de construction, ça veut dire qu'il n'a pas encore une unité nationale au Cameroun. Et pour qu'il y ait une unité nationale, il faut une conscience de l'unité nationale. Mais si déjà au niveau des médias, il y a des polémiques autour du tribalisme, autour de l'appartenance uniquement à une région et qu'on veut, n'est-ce pas, réduire un parti politique appartenance à une région, ça alimente et psychologiquement, même dans la tête de la population qui l'écoute, cette réflexion tribaliste sur les questions politiques qui normalement doivent être nationales. Et je veux finir en disant, nous avons eu l'affaire Jean de Dieu Momo sur un plateau et c'était quand même sur, c'était pendant des heures de haute écoute et c'était quand même sur une chaîne nationale qui a
complètement expliqué la problématique, la crise politique au Cameroun en crise Bamileke, en rapprochant directement avec la question d'Israël. Et c'est également un de leurs... Ce qui a été unanimement condamné. Non, ce qui a été condamné, c'était le fait que Israël se sente touché par ça, mais ça n'a pas, ces propos tribalistes n'ont pas du tout été adressés, puisque le lendemain, je crois que c'était le 4 février, la CATV a publié sur Twitter qu'il s'excusait solennellement vis-à-vis de l'État d'Israël. Et non, ils n'ont pas appelé l'amendement, ils n'ont pas appelé l'amendement du code pénal de la loi numéro 241 qui avait été amendé le 29 novembre contre les propos haineux et les propos tribalistes. Ils n'ont pas appelé cet amendement pour condamner ces propos. Et M. Sanganyam dit également, qui participe également de ce discours tribaliste, a le plus souvent expliqué les problématiques politiques au Cameroun par l'appartenance tribale du président national MSC. Donc il s'agit comme ça dans les chaînes de télévision nationales d'un discours qui facilite, n'est-ce pas, dans la tête des Camerounais, les réflexions tribales sur les problèmes nationaux. Ce qu'il faut noter, Madame demandait des preuves. Elle demandait des preuves. Bon, je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur les autres formations politiques, mais un fait reste constant. Quand on regarde un parti politique comme l'UDC, il recrute essentiellement dans le Noun. Ce n'est pas moi, Paul Emery, qui vais vous dire que l'UDC est un parti de Bamoun. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde va le dire. Le MRC, dont elle est militante aujourd'hui, est un parti qui, de mon point de vue, est vraiment régionaliste aussi. Comment ça? Mais on a bien vu, on a bien écouté. Maurice Kamto a toujours clamé... Entre ceux qui clament et la réalité, il y a vraiment un delta. Vous pensez qu'il y a contradiction? Bien sûr qu'il y a un delta. Il y a un delta, parce que regardez, comment s'appelle, le dernier scrutin présidentiel du 7 octobre. Si on s'intéresse un tout petit peu au niveau des statistiques, pour voir là où à quel endroit chaque candidat a fait, disons, sa récolte. Le MRC, pour moi, c'est un parti totalement régionaliste et qui s'appuie là-dessus, au même titre que l'UDC, que le MDR, ou même encore le PURS, etc. Donc l'idée, c'est que, comme nous sommes en train de consolider ce pays, effectivement, vous savez que les gens, pour grappiller un poste de député ou de maire, vont... comment s'appelle, réallumer cette flamme du repli identitaire. C'est à partir de cette méthode-là que certains de ces partis continuent à exister dans notre pays. C'est vraiment dommage, mais c'est dommage. Dites-vous, il y a un avantage dans votre discours, dans le discours de chacun des responsables politiques, c'est que tout le monde condamne le fait tribaliste. Effectivement. Tout le monde le condamne. Ça veut dire que personne n'est pour ça. Et mais aussi bien Maurice Kamto que les responsables politiques, que le président de la République. Comme je vous le dis, il y a un clientélisme. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, au niveau du Noun, l'ensemble des mairies du Noun sont gérées que par les ressortissants du Noun? Quand on essaye de vouloir... Non, mais attendez, on veut consolider... Si je me permets, je pense que les questions d'autochtones et les questions de maire de la ville ont été décrétées par le gouvernement en place. Ce ne sont pas des questions... Ce ne sont pas des questions... La notion d'allogène... Justement, cette notion d'autochtone et de l'allogène n'est pas en soi un repli identitaire. Loin de là, loin s'en fout. Et je vais vous dire pourquoi. Ça participe de la démocratie locale. Prenons les pygmées aujourd'hui. Il faut bien protéger cette minorité des pygmées. Les pygmées ils sont plus en retard. Il faut savoir ce que vous dites, monsieur. Entre le Noun et les pygmées, mais je reviendrai là-dessus. La problématique, elle est complexe. On ne peut pas effectivement créer les conditions politiques pour l'émergence de cadres autochtones. Non, comprenez-moi bien. C'est-à-dire le clientélisme politique est à la base donc, de ce repli identitaire. Et vous le voyez, c'est logique. Des gens qui veulent avoir un poste de maire et qui veulent avoir un poste de député, regardez, on va prendre un exemple tout simple. Cabral Libi, elle est parlée de proximité, comment ça s'appelle, sociologique. Ce n'est pas moi qui ai sorti ce terme, c'est elle-même. Cabral Libi, il est député, il est ressortissant de la Sénégal maritime. Où est-ce qu'il allait se présenter? Il aurait pu se présenter à la députation au fin fond de l'Est là-bas. Il n'y a pas été. Pourquoi? Il est allé directement chez lui.
Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est le clientélisme politique qui alimente ce repli identitaire. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants, notamment pour parler de la riposte anti-pandémie au Cameroun. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Cameroun qui a célébré le 20 mai dernier, le 48e anniversaire de sa réunification. Mais comment fait-il face à la pandémie? Que dire des mesures annoncées par le président de la République ce 19 mai pour contrer la pandémie au Cameroun? Avant d'en parler, je propose qu'on écoute un extrait du discours du président camerounais Paul Biya. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Comme vous le savez, depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays, à côté des mesures de protection dont j'ai déjà parlé, un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus a été mis en place. J'ai pris des dispositions pour que, dans la limite de nos moyens présents, il soit alimenté dans un premier temps à hauteur d'1 milliard de francs CFA. En fonction de l'évolution des besoins sur le terrain, des ressources nouvelles pourraient y être apportées. Déjà, je peux affirmer ceci. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, l'industrie locale doit continuer à s'investir dans la fabrication des masques et des gels hydroalcooliques, dans le strict respect des normes prescrites par le gouvernement et l'OMS. Plusieurs mesures déjà entreprises et annoncées par le président de la République, des unités spécialisées érigées à Yaoundé et à Douala pour prendre en charge les malades du Covid-19, et il y en aura bientôt, dit le président, dans pratiquement tous les chefs-lieux de département et de région. Plusieurs mesures d'ordre social, notamment suspension pour les entreprises de certains impôts, taxes et cotisations, hausse des allocations familiales et des pensions, création d'un fonds d'1 milliard de francs CFA, des mesures qui vous satisfont? Il n'y a pas eu création d'un fonds d'1 milliard de francs CFA. Il y a eu don du chef de l'État d'1 milliard et qui s'est coordonné avec un autre don de 2 milliards. Moi, ce ne sont pas des mesures qui satisfont non seulement moi personnellement, mais également le Cameroun. Nous sommes plus de 25 millions et dans plusieurs pays, nous avons vu que il y a eu non pas seulement un fonds pour lutter contre le Covid-19, mais il y a également eu des fonds pour rebooster l'économie, pour alimenter l'économie. Nous avons vu le Sénégal, le Gabon et d'autres pays. Le problème au Cameroun, c'est que nous savons déjà que le président de la République officiellement touche 130 000 francs CFA par mois. Ça veut dire que s'il fait déjà un don d'1 milliard, de 2 milliards, mais laissez-moi continuer, vous ne devez pas me couper. S'il réussit à faire un don de 2 milliards, on peut se demander si ça ne vient pas des caisses de l'État, si ça vient effectivement
effectivement de ses poches, parce que pour sortir cette somme, il lui faut plus de 1200 années de salaire. Maintenant, nous parlons maintenant des mesures qui ont été prises. Il a parlé du port des masques, il a parlé également de comment développer l'industrie. 9 milliards de francs CFA déjà alloués au ministère de la Santé pour faire face à la prise en charge des malades, la problématique des enfants qui sont par exemple morts à l'hôpital. Il y a un décalage quand même entre le parolisme au Cameroun et ce qui se fait et la vie des Camerounais de manière concrète. Donc moi je veux dire quoi? Il a parlé de mettre ensemble tous nos efforts pour combattre la maladie. Pour mettre ensemble nos efforts, il faudrait bien que les organismes qui s'occupent par exemple de fournir les masques puissent être soutenus par l'État afin qu'ils vendent les masques moins chers. On a la CICAM, oui, on a la CICAM qui a dit par exemple qu'ils vendent leurs masques à 1300 francs CFA. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas reçu le soutien de l'État. Ils ont besoin du soutien de l'État pour faire cela. Il y a également... juste d'un mot sur cette situation. Non, mais je veux bien finir parce que ça me permet mieux, ça me permet d'analyser comment... Oui, c'est vrai, mais voilà, le Cameroun... Les mesures sont insuffisantes. Moi, je pense que les mesures sont insuffisantes parce que jusqu'à présent, nous avons... encore un problème, le Cameroun n'a pas réactualisé son plan économique annuel, tout simplement parce que le Cameroun n'a pas anticipé. Dans le MSC, nous parlons d'un fonds souverain. Ce fonds souverain permettrait, n'est-ce pas, pendant ce genre de crise, d'avoir des fonds alloués aux problématiques les plus prioritaires, comme aujourd'hui nous avons la problématique de la santé. Nous avons des seaux qui ont été distribués dans les villages. On se demande ce qu'un seau peut vraiment faire, parce que nous avons vu un maire et un chef de village fustiger ses dons. Pourquoi? Parce que les mains quand même, non? Mais le seau, il faudrait bien que l'eau coule. Il faudrait aussi bien qu'il y ait un dispositif pour faire couler l'eau. Donc, un chef de village, de tout un village, on donne 3 seaux. Je ne pense pas que cela peut permettre vraiment de lutter contre la pandémie dans son village. Et c'est pourquoi il se donne quand même le droit de s'exprimer, même si ce n'est pas ce que le pouvoir public attend. Donc moi, je pense qu'on pouvait mieux faire, qu'il y avait la possibilité à travers le budget de l'État de mieux contrer cette pandémie. Tout à l'heure, vous nous expliquerez effectivement ce que vous auriez fait, ce que Maurice Kamto, en tout cas, des mesures insuffisantes, dit Madame Afumba. Bon, évidemment, on ne va pas revenir sur l'anecdote du seau dans le village. La gestion anecdotique du Cameroun est une réalité. La question est tellement sérieuse qu'on ne va pas se mettre au niveau des anecdotes, un morceau de savon ici, un seau de l'autre côté. Ce n'est pas de ça dont je suis question. Mais soutenir. Donc, justement, je viens. L'achat des masques, c'est très important. S'il vous plaît, le Covid-19 aujourd'hui est une question transpartisane dans notre pays. On est d'accord. Le chef de l'État l'a rappelé. Et il a dit que le concours de tous est attendu. Donc voilà. Donc il n'est pas question de politiser cette affaire-là, parce que nous sommes tous concernés dans nos familles, dans nos régions, etc. etc. Bon, qu'est-ce qui a été fait? Parce que j'entends, oui, on n'a pas anticipé. Quel est le pays qui a anticipé? Quand on regarde les grandes nations, c'est une pandémie qui a surpris tout le monde. Et tous les pays se battent avec leurs moyens. C'est exactement ce qui se fait. On anticipe les catastrophes. S'il vous plaît, vous avez discuté tout à l'heure, je ne vous ai pas coupé. Donc du coup, tous les pays combattent cette pandémie avec leurs moyens. Et le Cameroun n'échappe pas à cette réalité. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Dans un premier temps, 13 premières mesures ont été annoncées par le Premier ministre. Donc les mesures de distanciation, etc. Le port du masque, et il y en a plein d'autres. Il y en a à peu près 13 comme ça. Renforcées par à peu près, je crois, 6 mesures supplémentaires pour arriver à 19 mesures. Bon, dans cette lutte contre cette pandémie, il est question de faire quoi? Pas plutôt de l'impact, notamment social. L'impact, justement, il est là. De ces mesures. L'impact, il est concret. L'idée, c'est quoi? C'est que le Cameroun, qui est un pays en voie de développement, ne pouvait pas se permettre de faire un confinement à l'européenne. Vous comprenez, non? Parce que beaucoup de gens, au niveau économique, sont contraints au jour le jour d'aller faire leurs activités pour pouvoir avoir la pitance journalière. Bon, le gouvernement, puisque le président même l'a d'abord dit, le gouvernement doit réfléchir de façon ingénieuse pour sortir de cette pandémie. Qu'est-ce qui a été fait concrètement jusqu'à aujourd'hui?
Vous avez bien vu que deux grands centres ont été mis en place pour le Covid. Pourquoi? Parce que c'est effectivement ces deux grandes villes-là qu'il fallait traiter en premier. Dans les autres feront aussi l'objet d'un traitement, comme il a dit le président. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Tous ces deux centres-là ne sont pas remplis. Ils sont remplis même pas aux 3/4. Comprenez? Donc ça veut dire que la réponse à cette pandémie est ciblée par rapport à ce que le pays est en train de vivre. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais pour l'instant, le Cameroun fait avec les moyens qu'il a. D'accord? On a vu, votre parti est très critique par rapport à la gestion que fait le pouvoir de cette pandémie. Je ne vais pas dire son nom, mais quelqu'un a même parlé de cacophonie à la tête de l'État. Pourquoi parle-t-on de cacophonie à la tête de l'État camerounais? Oui, c'est parce que nous avons un paradoxe dans les mesures, comme il le dit, les mesures prises. Nous avons vu que deux fonctionnaires de l'État, du gouvernement, ont eu deux discours différents lors de l'annulation de la célébration du 20 mai, par exemple, où un jour avant, on avait annoncé la thématique de la célébration du 20 mai et un jour après, on a annulé le 20 mai. On parle également... C'est ça qui vous fait parler de pas tout. Laissez-moi continuer parce que... Laissez-moi continuer, ça me permettrait de mieux me développer au lieu de couper. Excusez-moi. Voilà, c'est très important. On n'a pas assez de temps. Oui, mais non, mais c'est vrai, lui il parle, vous le laissez parler. Donc c'est mieux que vous me laissiez parler aussi. Parce que lorsqu'on parle également on n'a pas anticipé, parce qu'on ne pouvait pas anticiper le Covid-19, il faut quand même dire que nous avons pris une résolution pendant la crise qui a augmenté le nombre de cas par jour. Le 29 avril, par exemple, nous étions à moins de 2000 cas. Et le 2 mai, après qu'on a réouvert les bars jusqu'au matin et qu'on a également laissé l'accès libre dans les transports, nous sommes montés en une journée de 245 cas. Pour dire que même cette anticipation pendant la crise n'a pas été actée. Juste aujourd'hui, nous avons déjà, depuis le 1er mai jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 cas de contamination au Covid-19. Pourtant, en 2 mois, nous avions seulement 1600, 1700 cas. Pour dire que dans la gestion de la crise, il n'y a pas eu anticipation, que ce soit avant. Parce que nous, dans le MSC, nous avons prévu si nous étions gouvernants, nous avons prévu un fonds souverain. On appelle fonds souverain ce fonds-là qui va permettre d'anticiper les catastrophes. Dans chaque pays, nous vivons dans un monde qui change, que ce soit climatique ou autre chose. Donc nous savons que dans un pays, il peut y avoir des catastrophes et on amende directement les fonds que nous avons prévus et les priorités également dans les secteurs. C'est pourquoi nous avons prévu un fonds souverain pour ça. Au Cameroun, on voit qu'il y a un cas de catastrophe. Voilà, au Cameroun, malheureusement, nous n'avons pas un fonds souverain. C'est pourquoi, avec le temps, le pays se bat pour sortir un jour 1 milliard, 2 jours, on appelle l'ère du FMI, on appelle l'ère de la France. Nous n'avons pas pu anticiper. Et jusqu'à aujourd'hui, même pendant la crise, nous mettons toujours sur pied des politiques qui ne nous permettent pas d'avancer vers le bon sens. Donc, on a besoin de créer dans le discours, on a besoin de créer on va dire une droite ligne entre le discours et les faits. Alors, j'ai rappelé que le ministre Manaouda Malachi, le ministre camerounais de la Santé, a bénéficié d'une subvention de 9 milliards de francs CFA pour faire face à cette pandémie, outre les mesures annoncées par le président. Quand on parle de sujet, il faut... de la République. Mais la question de l'anticipation et de la cohérence. Oui, non, mais il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, il y a une carte sanitaire dans votre pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette carte sanitaire? Vous la connaissez? Je n'ai pas le journaliste, continuez à... Non, mais en fait, exprimez-vous. Depuis que nous sommes sur ce plateau, moi, je me rends compte que vous ne maîtrisez pas ces sujets. Non, mais si vous avez à dire, dites. Si vous maîtrisez, parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez la parole, Parlez d'un fonds souverain qu'il faut abonder. Je vous rappelle que dans le budget de l'État du Cameroun, ce fonds existe déjà. Il est abondé de 2 milliards. C'est une information que je vous donne. Parce que vous ne savez pas. Donc voilà, ça c'est déjà une information. Activé en cas de catastrophe. Oui, mais on ne l'a pas touché jusqu'à maintenant. Justement, le président a préféré qu'on fasse appel aux dons, à la générosité de l'ensemble du pays pour combattre aussi cette pandémie-là. Donc ce fonds existe bien, donc renseignez-vous avant de parler de certaines choses. Au niveau de la carte sanitaire, aujourd'hui, il y a à peu près 2000 voire 2200 formations sanitaires dans notre pays. D'accord ?
et qui sont déployés région par région, département par département, et ensuite au niveau des communes. D'accord? Voilà comment ça se passe. Et pour lutter efficacement, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider l'ensemble de ces formations-là à faire face au Covid-19. C'est de ça dont on est en train de parler. On ne parle pas d'anecdotes, etc., etc. Et okay, comme l'a rappelé le journaliste tout à l'heure, jusqu'à l'heure actuelle, on a déjà dépensé près de 9 milliards dans le combat de cette pandémie. Et je voulais dire également autre chose, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Oui. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parlait de 1 500 000 contaminés. On parlait de quoi? À peu près 100 000 morts. Au Cameroun, on parle de quoi? Ils ne sont pas 25 millions. Non, mais attendez, on parle de quoi? Parce qu'il faut garder le sens de la mesure quand même. Il faut garder le sens de la mesure. Non, mais le Cameroun étant en Afrique, c'est le continent qui est dans son ensemble qui est pour l'instant épargné. Les raisons... C'est important de le dire, ça. Oui, on est d'accord. À un moment donné, on risque de verser dans le catastrophisme. Mais c'est pour dire qu'effectivement, le gouvernement s'adapte au jour le jour en fonction de l'évolution de cette pandémie. C'est ce que fait le gouvernement. Le président dit encourager toute initiative qui pourrait concourir à trouver un remède endogène, un remède camerounais. Absolument. L'archevêque de Douala sera content, Samuel Cléda. Bon, c'est Samuel Cléda. Oui, mais M. Cléda, dans le cadre de cette pandémie, a voulu apporter son concours au niveau national. Il a pour l'instant, je veux dire, mis en place, un médicament issu de la pharmacopée. Ce médicament est en cours d'évaluation par les services compétents du ministère de la Santé. Pour l'instant, on fait toujours une enquête. Maintenant, on ne sait pas de quoi relève effectivement ce médicament. L'autre annonce, pour finir... Important, juste avant de partir, le président l'a dit, le président Paul Biya l'a dit, à partir du moment où on a un traitement, les moyens seront mis en place. C'est justement ce dernier point que j'allais évoquer avec vous. C'est très important. Pour traiter les Camerounais. Et dès lors qu'un vaccin sera... Pas un vaccin, un médicament, il a dit. Un remède. Voilà, on a dit ça comme ça. Il dit le Cameroun fera tout pour que ce remède soit accessible à tous les Camerounais. Exactement. Mais permettez-moi quand même de répondre, puisqu'il n'est pas dans mon cerveau pour savoir ce que je connais, ce que je ne connais pas. Puisque moi aussi, je ne suis pas dans son cerveau. Hein. Oui. Lorsque je veux évoquer d'un sujet, je parle par rapport à mes arguments. Il devrait faire de même. Nous avons au Cameroun... Oui, exactement. L'Association des compagnies d'assurance du Cameroun, qui également pourrait participer de la gestion de la crise, a fait une annonce dernièrement pour dire qu'ils remettent, n'est-ce pas, entre les mains de l'État les questions de gestion de la maladie du Covid-19 au Cameroun. Et ils ont même été repris par la CIMA qui a dit qu'il faut effectivement que cette association puisse agir parce que le Cameroun ne montre pas qu'il est en même de le faire. Si nous avions effectivement ces 2 milliards gardés dans un placard, nous ne serons pas en train d'aller supplier le FMI de nous donner de l'argent sans avoir déjà mis au préalable ces 2 milliards-là sur la gestion de la crise. Donc ce qu'il dit n'est pas vérifiable dans les faits. Rectifions quelque chose. Le Cameroun ne supplie pas le FMI. C'est le cas parce que le FMI dit que le Cameroun est aujourd'hui économiquement on parle de moratoire ou de la suspension du paiement. Mais ça concerne Je pense que madame lit des choses, mais elle ne comprend pas. Mais ça concerne... Non, il ne s'agit pas de lecture de compréhension, puisque vous n'avez pas l'aval pour mesurer mon niveau de compréhension de quoi que ce soit. L'annonce est partie du président français qui a effectivement proposé, effectivement que les bailleurs de fonds, enfin le FMI et la Banque mondiale, permettent en tout cas la suspension du paiement des dettes afin que les États puissent disposer de suffisamment de moyens pour faire mais pour cela, il fallait donc il y avait des préalables. Il fallait présenter une révision des prévisions budgétaires annuelles. Prévisions budgétaires. Les réviser par rapport à la crise actuelle. Mais le Cameroun n'a pas pu présenter cela et le Cameroun a dû... Vous savez comment? Le Cameroun a dû présenter à plusieurs reprises, n'est-ce pas, devant le FMI, c'est ce besoin-là d'avoir l'aide. Si le pays avait effectivement les moyens, il aurait d'abord injecté ces moyens en premier ressort avant d'aller présenter un besoin d'ajout de moyens. C'est normal, c'est logique, il ne faut pas être intelligent pour... Prévision économique, résilience. On en parle dans la troisième partie de notre émission. Oui, j'allais dire un petit mot. À tout de suite. À tout de suite.
troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour, nous l'avons dit, est consacré au Cameroun. Mes deux invités sont toujours avec moi. Ils sont militants du RDPC, le parti au pouvoir, et du MRC, le principal parti d'opposition. Non, pas le principal, un des partis d'opposition. Merci. Alors, il est arrivé deuxième à la présidentielle. Non, mais ce n'est pas ça. Si on compte le nombre des élus... Vous n'allez pas, en plus d'être au pouvoir, discuter quand même la place à Boris. Le deuxième et le deuxième au nombre d'élus. Ils ont combien d'élus? L'économie camerounaise résistera-t-elle à la pandémie? Oui, répond la Banque africaine de développement qui prévoit un taux de croissance de 3% pour le Cameroun, pendant que tous les autres pays de l'Afrique centrale seront en récession. C'est un reportage signé Thierry Ndassa. Résilience, l'une des caractéristiques principales de l'économie camerounaise, va de nouveau préserver les indicateurs de croissance du pays malgré la pandémie de Covid-19. Alors que les pertes de croissance vont se fixer à moins 5% en moyenne dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, au Cameroun, elle pourrait s'établir à 3% seulement. Une autonomie dans la gestion de l'économie circulaire fait que le Cameroun est plus résilient que d'autres pays voisins. Le Cameroun, à cet effet, peut donc avoir une capacité de résilience beaucoup plus étoffée, beaucoup plus forte que ses voisins. Et c'est naturel que les chiffres au niveau de la dégringolade soient plus atténués au Cameroun. En Afrique centrale, le recul de la croissance sera influencé par la baisse de la production, compte tenu de la baisse des prix des matières premières, notamment du pétrole. Les petites et moyennes entreprises seront aussi fortement fragilisées et le taux de chômage pourrait repartir à la hausse, selon des perspectives de la Banque africaine de développement. Des prévisions contre lesquelles le gouvernement camerounais a pris des mesures le 30 avril dernier. Les mesures prises par le gouvernement n'ont pas eu une longueur conséquente permettant d'évaluer la pertinence de ces mesures, permettant d'évaluer l'impact de ces mesures sur la lutte contre le coronavirus. Peut-être que des études ont été faites, mais dans la pratique, les gens n'ont pas vu l'effet baissier. Les prévisions mitigées de la Banque africaine de développement pour le Cameroun en 2020 s'avèrent particulièrement optimistes du fait que le pays soit le plus touché par le coronavirus en Afrique centrale. Le Cameroun compte désormais près de 2300 cas positifs au Covid-19. C'est vrai que le Cameroun est le pays le plus touché par la pandémie dans la sous-région. Mais votre compatriote parlait tout à l'heure de manque d'anticipation. Mais on voit que les prévisions de là-bas vous apportent de l'eau au moulin. Mais comme je vous l'ai dit, le Cameroun combat cette pandémie avec ses moyens. Ah oui. Et le président l'a rappelé. Bien. De quoi il est question? Aujourd'hui, on parle à peu près de 3000 cas. À peu près une centaine de décès, nous le déplorons naturellement. Oui, et au niveau des guérisons, c'est plus de la moitié, on a atteint à peu près les 1600 voire les 1700 guéris. Bon, ça c'est le cas de la pandémie. Maintenant, s'il faut regarder l'économie camerounaise, beaucoup ont toujours dit, les économistes ont toujours dit que c'est une économie qui est extravertie. Quand on regarde la balance des paiements, on voit effectivement qu'on importe plus que on exporte. Quoi. Bon, mais ça beaucoup, non, mais ça, ce n'est pas une situation singulière que pour le Cameroun. C'est beaucoup de pays en voie de développement qui sont dans cette situation-là. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la diversification de cette économie-là. Cette diversification, il faut la regarder sur le secteur primaire, secondaire, tertiaire, etc., etc. Le Cameroun, depuis un certain temps, a fait un effort exceptionnel en matière de diversification. Comme vous le savez, on parle aujourd'hui de la baisse de la rente pétrolière. En effet, quand Madame disait tout à l'heure qu'on n'a pas fait un budget rectificatif, parce qu'effectivement, le budget pour cette année en cours a été établi sur la base d'un prix du baril, je crois, autour de $54. Aujourd'hui, on est à $36. Mais l'essentiel de ce budget-là n'est pas que de la manne pétrolière. En effet, le pétrole rapporte quoi, à peu près 400 à 500 milliards sur à peu près un volume global de 5 000 milliards. Donc vous voyez, bon, on va dire, en gros 10%. Bon, maintenant, j'en veux pour preuve
le directeur du budget actuel, M. Edoualo, qui est un ami personnel. On était en cours ensemble. J'ai son téléphone. Au cas où vraiment ça va mal, je peux prendre des informations à bonne source. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, si on n'a pas présenté un budget rectificatif, c'est que le gouvernement, effectivement, a resté très attentif à ce qui se passe avec ce Covid-19 pour voir quels sont les déséquilibres que cette pandémie peut apporter et au fur et à mesure apporter des éléments correctifs. Au niveau des mesures, puisque les gens disent que les mesures tardent à avoir une efficacité au niveau de la réponse au niveau du Covid-19. Des mesures qui ont été inspirées déjà dans le mois d'avril par le GICAM, le groupement international. Allez demander. Madame nous dira tout à l'heure, elle veut des preuves concrètes. Bon, allez demander. Bon, je prends un cas spécifique, une Bayam Salam qui vend dans un marché. Oui. Qu'est-ce qui a été décidé à son niveau? On a dit pas de paiement de la taxe pendant 3 mois. C'est du concret ou c'est pas du concret? Il faut lui demander à cette dame-là. C'est que ça rapporte pour elle. Donc, vous voyez, donc il y a des mesures intelligentes qui doivent être prises pour accompagner. Il n'y aura pas de pénalité pour ceux qui voudront payer avec retard. Mais voilà. On reviendra, si on veut, sur certaines mesures. Mais vous êtes jeune cadre du MRC. C'est peut-être important de mener la réflexion sur la doctrine économique de Maurice Kamto. Quelle est aujourd'hui, comment pense-t-il l'économie camerounaise? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et qui n'aurait dû jamais se faire si Maurice Kamto était président de la République? Moi, je crois qu'il faut d'abord orienter la problématique sur ce qui est aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui et si on va vraiment s'en sortir. Puisqu'il a parlé des pertes liées au pétrole, j'espère qu'il a suivi le discours du président de la République, qui a également parlé des pertes liées à la fiscalité douanière qui, quand même, sur ce budget et sur les gains budgétaires, s'élève à près de 3 000 milliards de francs CFA. C'est énorme, c'est plus de la moitié. Donc, il a parlé des pertes liées, n'est-ce pas, aux revenus, à la fiscalité. Nous, le problème camerounais, nous sommes très ouverts à banaliser, n'est-ce pas, les problématiques du pays, mais il faut savoir quand même qu'une économie extravertie est une économie qui ne sert pas l'économie endogène. Nous avons aujourd'hui basé notre économie sur le brut et sur l'importation des matières premières que nous pouvons développer à l'intérieur. Moi, sur l'exportation. Même pas seulement l'exportation, mais l'importation des produits de première nécessité de consommation. Nous avons eu, par exemple, au ministère du Commerce, vous n'avez pas le nier, qu'en 2018, il y a eu, n'est-ce pas, un besoin d'amendement de cette situation parce qu'on a remarqué les pertes liées à l'importation uniquement s'élevaient à plus de 9 000 milliards. Nous avons besoin donc de rendre notre économie un peu plus rentable sur le plan endogène. Donc, le MRC prévoit donc sur le plan endogène non pas seulement de faciliter le développement agricole, parce que nous avons les terres agrables au Cameroun qui ne sont pas utilisées, du moins pour les Camerounais, parce que nous avons plusieurs de ces terres qui sont vendues par les exploitants extérieurs et qui ne servent pas le marché interne au Cameroun. Donc nous avons pour cela besoin de rendre, n'est-ce pas, cette terre agréable, de camerouniser, n'est-ce pas, l'économie. Attendez, précisez-moi la problématique. Qu'est-ce qui se passe avec les terres au Cameroun, dites-moi? Non, la problématique des terres agréables au Cameroun, c'est que nous avons près de 60% de nos terres qui peuvent être exploitées pour l'agriculture locale. Seulement, nous exploitons à peu près 10% de ces terres-là. Et la problématique donc de cette exploitation de ces terres, c'est que nous avons également dans ces terres la vente de certaines parties de l'exploitation de ces terres aux partenaires étrangers qui viennent les exploiter pas pour nourrir le contribuable camerounais, mais pour notamment les Chinois, l'extérieur. Il y a les Chinois, il y a les Coréens. Donc, il faut être extrêmement clair. Non, mais c'est très important que... La question des terres, il faut camerouniser. Donc, il faut interdire la vente des terres au Cameroun. Si Maurice Kamto, c'est bien ça. Oui, si Maurice Kamto prend... C'est pas la campagne électorale. Mais c'est vous qui m'avez poussé à parler ainsi. Donc, je suis obligé d'évoquer la doctrine économique du MRC. Camerouniser, comme vous dites. Nous avons également sur
sur le plan énergétique plusieurs dépenses qui sont faites, notamment dans la création des barrages hydroélectriques, où le Cameroun finance à près de 15% et les bailleurs de fonds internationaux financent à 85%. Et dans le MSC, on prévoit la création des mini-barrages approximatifs dans des petites localités afin qu'on ne soit plus obligé d'utiliser de grosses dépenses pour prendre l'énergie, par exemple, du barrage de Nachtigal, de Lompanga, pour aller dans les petits villages. Ça, c'est également quelque chose qui va nous permettre d'économiser non seulement dans la construction des barrages hydroélectriques, mais également dans le transport de l'énergie. Il y a également le fait qu'au Cameroun, dans notre politique énergétique, on se base beaucoup plus de l'hydro et sur l'hydroélectrique et sur le gaz. Pourtant, nous avons les énergies éoliennes, nous avons également le soleil. Donc, au sein du MSC, nous prévoyons également mettre l'accent sur ces autres sources naturelles d'énergie qui vont nous permettre non seulement d'économiser, mais également de ne pas polluer l'atmosphère parce que nous voulons effectivement avoir un développement intelligent. Une économie propre. Bon, moi, je n'ai pas bien compris ce qui était singulier dans leur programme par rapport au programme qui est mis en place. J'ai dit, c'est comme ce n'est pas un meeting, elle n'a pas déroulé l'ensemble du programme. Au demeurant, ce n'est pas très clair. Mais la question, vous l'avez évoquée, la question de diminution des exploitations. Il faut qu'on soit extrêmement clair quand on aborde un certain nombre de sujets. Vous savez, au niveau des terres arables, d'accord, au niveau du Cameroun, seuls 28% des terres arables au Cameroun sont exploitées aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a encore un gisement énorme qui n'est pas exploité. D'accord. S'agissant maintenant de comment s'appelle des expériences, si vous avez fait allusion à des Chinois aujourd'hui qui sont au Cameroun sur ce domaine arabe-là. Et que se passe-t-il concrètement? Les Chinois sont en train de tester en gros à peu près 200 variétés de riz du côté d'un Coteng. D'accord. La situation sur le terrain, c'est laquelle? C'est que cette usine, il y avait une usine sur place qui a été abandonnée. Les Chinois l'ont réhabilitée et ils sont non seulement en train de tester des variétés de riz, pour les Camerounais? Non, ils testent les meilleures variétés qui pourront avoir le meilleur rendement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Au-delà de ça, ils font aussi de la production. Une partie de cette production, effectivement, est exportée. C'est ce qu'il faut comprendre. Et le plus important au niveau économique, c'est que les ressortissants de la zone, aujourd'hui, partent d'un revenu qui était égal à 0 à 1000 francs par jour. C'est ça qu'il faut essayer de regarder. Oui, vous avant dites que les Chinois sont en train de tester, bien sûr, c'est ça qui est fait. Ça ne répond pas à la question à qui appartiennent les terres sur lesquelles je vous l'ai dit, seuls 28% des terres arables sont exploitées au Cameroun. Et elles ne sont pas des Camerounais. Non, elles ne sont pas des Camerounais. Aucune portion de terre n'est vendue à un étranger au Cameroun. D'ailleurs, allez regarder le code immobilier au Cameroun, vous apprendrez plein de choses. Il n'y a pas de Chinois qui a acheté de terre au Cameroun. Aujourd'hui, au Cameroun, le Cameroun met en place un certain nombre de parcelles sur lesquelles on fait des tests particuliers pour voir quels sont les meilleurs rendements à venir. C'est ça qui est fait. Donc, je vous ai parlé de diversification de l'économie. Je ne sais pas si vous m'avez entendu sur ce sujet-là. La diversification, ça veut dire quoi? C'est ouvrir beaucoup de pans au niveau économique. C'est de ça dont il est question. Merci à vous, Madame Doli. Très rapidement, en quelques secondes, je vous laisse le mot de la fin. Oui, bon, merci de me laisser le mot de la fin. Moi, je pense que si le Cameroun voudrait avancer, il faudrait exactement qu'il y ait cette union sacrée dont a parlé le président de la République. L'union sacrée veut dire accepter que d'autres partis politiques puissent avoir leur mot à dire dans la gestion du pays, parce que c'est en coordonnant nos idées qu'on va réussir. Mettre à contribution toutes les compétences. Exactement. Et tous les savoirs. Juste un dernier petit mot, toujours pour l'information. Concernant le domaine énergétique, c'est un domaine dans lequel la libre concurrence a été mise en place. On prend le barrage de Nachtigal, justement, est un exemple précis à ce propos-là. C'est-à-dire que malheureusement, on ne pourra pas développer. On n'a pas ce temps. En tout cas, elle a dit qu'il faut mettre toutes les compétences à contribution au Cameroun. Sur le Covid, il faut que chaque Camerounais on a dit que sur le Covid, on est transpartisan. De ressources humaines je pense qu'il faut sur le continent. Il faut absolument faire la promotion de davantage de ressources parce qu'il y a des compétences. Ce que je pourrais dire, c'est que l'économie
vous avez des secteurs économiques. L'économie, ce n'est pas simplement un ensemble. Moi qui suis économiste industriel de formation, je peux vous dire que l'économie, c'est une économie de secteurs. Et il faut regarder secteur par secteur ce qui va et ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on avance. Merci, Paul-Emery. Merci à vous. RDPC, le parti au pouvoir. Merci. Merci à vous. Merci infiniment de m'avoir eu sur le plateau. Vous êtes cadre du MRC. Pas cadre, juste militante. D'accord, très bien, analyste politique êtes-vous. Merci. Merci, nous avons abordé la question de l'unité nationale dans cette émission et on a bien compris qu'elle est en construction dans votre pays. Le Cameroun, de toute façon... Elle est en consolidation. En consolidation. Le Cameroun a toujours réussi à transcender ces divergences pour préserver la cohésion et l'unité nationale dans votre pays. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de cadavres dans les rues au Cameroun. On peut saluer la politique habile du président Paul Biya. C'est la fin, mesdames dans ce domaine-là. De Politicien, votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour a été consacré au Cameroun. Je vous remercie d'avoir été nombreux à le suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.